La Chambre ne s'est penchée sur la responsabilité de l'accusé au regard de l'article 7.3 du statut que pour ce qui est des attaques menées contre Ratkovici et Gornij Ratkovici le 21 juin 1992, contre Brajevina le 27 juin 1992 et contre Ježestica le 8 août 1992 et les 7 et 8 janvier 1993. Étant donné que les éléments constitutifs de la destruction sans motif ne sont pas réunis pour les autres attaques mises à la charge de l'accusé au titre de cette forme de responsabilité. S'agissant des 4 attaques susmentionnées, la Chambre a entendu des témoins déclarer que des combattants et des civils musulmans de Bosnie s'étaient livrés à des destructions sans motif. Mais rien dans ces témoignages ne permet d'établir avec certitude l'identité des personnes en question. Toutefois, il n'est pas nécessaire en droit de connaître l'identité des personnes responsables dès lors qu'il est possible d'établir qu'elles étaient placées sous le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques. Reste à savoir si l'accusé exerçait un contrôle, effectif ou non, sur les auteurs des crimes reprochés. Comme il a déjà été expliqué, le contrôle effectif peut être déduit de la position d'autorité occupée par l'intéressé de droit ou de fait. Nous avons déjà rappelé les faits suivants. Le 20 mai 1992, l'accusé a été élu chef de l'état-major de la TO de Srebrenica, poste qu'il occupait encore lorsque les villages de Ratkovici, Gornij Ratkovici et Brajevina ont été attaqués en juin 1992. Le 27 juin 1992, puis le 8 août 1992, l'accusé a été reconduit dans ses fonctions de commandement, ainsi qu'il a été précédemment indiqué. En janvier 1993, alors que Ježestica a été attaqué pour la deuxième fois, l'accusé a été nommé chef de la sous-région, dont la création avait été proclamée le 4 novembre 1992. De droit, l'accusé était donc considéré comme le supérieur hiérarchique de tous les groupes armés musulmans opérant dans la région de Srebrenica durant la période couverte par l'acte d'accusation, en son chef 3. Toutefois, même si la Chambre juge que l'accusé exerçait un contrôle effectif sur son propre groupe de combattants de Potocari, les preuves produites ne suffisent pas à établir qu'il exerçait un contrôle effectif de fait sur les différents groupes de combattants qui ont pris part aux attaques, et encore moins sur les civils qui suivaient les combattants. Au vu des preuves, rien n'atteste l'existence d'une armée organisée dotée d'une structure de commandement pleinement opérationnelle. Il y avait plutôt, d'une part, des groupes locaux, relativement indépendants et composés de volontaires, et d'autre part une masse de civils incontrôlables présents à chaque attaque. En conséquence, la Chambre a conclu, s'agissant des 4 attaques retenues, que l'accusé ne pouvait pas être tenu pénalement responsable sur la base de l'article 7.3 de la destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires. Fixation de la peine. The trial chamber has examined. La Chambre de première instance a examiné l'ensemble des arguments présentés par les parties dans leur mémoire et exposés lorsqu'elle a fixé la peine à imposer à l'accusé pour les crimes dont il a été reconnu coupable. Compte tenu du fait que l'accusé ne sera pas déclaré coupable des crimes commis par ses subordonnés, mais seulement du manquement à son obligation d'empêcher que ces crimes ne soient commis, la Chambre est tout à fait convaincue que la nature particulière de la responsabilité du supérieur hiérarchique au sens de l'article 7.3 du statut accorde une marge de manœuvre particulièrement grande dans le cadre de la fixation de la peine. Invoquant la gravité des crimes et un certain nombre de circonstances aggravantes, l'accusation a requis une peine de 18 ans d'emprisonnement à l'encontre de l'accusé. La défense, pour sa part, a fait valoir que toute sanction, quelle qu'elle soit, serait malvenue. La Chambre estime que seule la vulnérabilité des victimes doit être considérée comme une circonstance aggravante en l'espèce. Un certain nombre de circonstances atténuantes ont par ailleurs été retenues, à savoir la coopération de l'accusé avec le bureau du procureur, les remords qu'il a exprimés, sa volonté de se livrer au tribunal dans l'éventualité où il serait mis en accusation, son jeune âge à l'époque des faits, sa situation familiale, les marques d'égard qu'il a eues pour des détenus serbes,
sa coopération avec la SFOR, son attitude générale au cours du procès, et surtout la situation générale qui régnait à Srebrenica, ainsi que les circonstances propres à l'accusé et au crime commis. Toutes ces circonstances sont exposées en détail dans le jugement. Parlons maintenant de la situation générale à Srebrenica et des circonstances propres à l'accusé et au crime. Ce point revêt une importance capitale pour la fixation de la peine en l'espèce. Ainsi qu'il est dit tout au long du jugement, les conditions qui régnaient à Srebrenica à l'époque des faits étaient épouvantables et se détérioraient de jour en jour. Les forces serbes, supérieures du point de vue militaire, avaient encerclé l'enclave, constituant ainsi une menace devant laquelle les musulmans de Bosnie étaient presque entièrement démunis. Le flux de réfugiés est difficile à maîtriser. L'insuffisance criante de nourriture et de produits de première nécessité, le chaos général et la fuite hors de Srebrenica de toutes les autorités en place avant la guerre ont entraîné la désintégration de la société à Srebrenica et notamment l'effondrement de l'ordre public. C'est dans ces circonstances que l'accusé, alors âgé de 25 ans, sans aucune expérience ou presque de l'armée ou de l'administration, s'est trouvé à la tête de combattants volontaires qui n'avaient pour ainsi dire aucune formation, n'appartenaient à aucune armée régulière, ne disposaient que de très peu d'armes et n'avaient aucun lien réel avec l'armée de Bosnie-Herzégovine et les autorités de la Bosnie-Herzégovine. Ils se sont engagés dans une lutte difficile qui n'a donné que peu de résultats. En outre, l'accusé devait compter sur les dirigeants de la région, dont certains non seulement avaient choisi de faire preuve d'indépendance, mais le considéraient comme un novice et faisaient fi de son autorité. La situation de l'accusé s'est aggravée à mesure que le siège des forces serbes de Bosnie atteignait son paroxysme. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, en décembre 1992 et pendant la plus grande partie du mois de janvier 1993, non seulement l'accusé avait le devoir d'empêcher que d'autres meurtres et traitements cruels de prisonniers ne soient commis, mais il n'était pas non plus dans l'incapacité de le faire. On peut raisonnablement penser qu'on ne l'a pas non plus empêché de s'acquitter de cette obligation. Cela étant, la Chambre est convaincue que l'accusé aurait pu empêcher que ces crimes ne se reproduisent, mais qu'il a préféré s'abstenir. C'est le seul comportement criminel pour lequel il a été déclaré coupable. La Chambre estime néanmoins que, bien que la situation critique dans laquelle il se trouvait alors n'ait pas été aussi difficile et dangereuse que durant l'offensive hivernale serbe qui a suivi, cette circonstance devrait largement militer en faveur d'une atténuation de la peine. La Chambre déclare l'accusé coupable et le condamne, d'une part parce qu'il avait des raisons de savoir que d'autres meurtres et traitements cruels de prisonniers pouvaient être commis, et d'autre part parce qu'il a décidé de ne rien faire pour prévenir ces crimes et n'a pas même tenté de s'enquérir de la situation des prisonniers. Devant ce tribunal, aucun autre accusé n'a été déclaré coupable pour avoir omis de prévenir des meurtres et des traitements cruels d'une ampleur aussi limitée et dans des circonstances personnelles et un contexte aussi épouvantable que l'accusé. C'est pourquoi la peine qui lui est infligée reflète une responsabilité pénale limitée sans précédent. La Chambre insiste toutefois pour dire que le fait que l'accusé soit condamné à une peine légère ne doit pas l'emporter sur le principe qu'elle s'est efforcée d'exposer tout au long du jugement, à savoir qu'au regard de l'article 7.3 du statut, les supérieurs hiérarchiques doivent constamment garder à l'esprit qu'ils ont l'obligation absolue de protéger les prisonniers en cas de conflit. Nous souhaiterions
enfin souligner que toutes les conclusions qui ont été rendues dans le jugement, y compris la peine, l'ont été à l'unanimité. Dispositif. Monsieur Ulrich, veuillez vous lever. Pour les motifs que nous venons d'exposer brièvement, la Chambre de première instance, ayant examiné l'ensemble des preuves et des arguments présentés par les parties, en application du statut et du règlement, et sur la base des constatations et des conclusions qu'elle a rendues dans le jugement, décide ce qui suit. La Chambre de première instance vous déclare non coupable et vous acquitte des chefs suivants. Chef 1. Manquement à votre obligation en tant que supérieur hiérarchique de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les meurtres commis entre le 24 septembre 1992 et le 16 octobre 1992. Acte punissable au terme des articles 3 et 7.3 du statut. Et manquement à votre obligation en tant que supérieur hiérarchique de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les meurtres commis entre le 24 septembre 1992 et le 16 octobre 1992, et entre le 27 décembre 1992 et le 20 mars 1993. Acte punissable au terme des articles 3 et 7.3 du statut. Chef 2. Manquement à votre obligation en tant que supérieur hiérarchique de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les traitements cruels commis entre le 24 septembre 1992 et le 16 octobre 1992, acte punissable au terme des articles 3 et 7.3 du statut, et manquement à votre obligation en tant que supérieur hiérarchique de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les traitements cruels commis entre le 24 septembre 1992 et le 16 octobre 1992, et entre le 27 décembre 1992 et le 20 mars 1993, acte punissable au terme des articles 3 et 7.3 du statut. Toutefois, la Chambre vous déclare coupable des chefs suivants. Chef 1. Manquement à votre obligation en tant que supérieur hiérarchique de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les meurtres commis entre le 27 décembre 1992 et le 20 mars 1993. Acte punissable au terme des articles 3 et 7.3 du statut. Chef 2. Manquement à votre obligation en tant que supérieur hiérarchique de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les traitements cruels commis entre le 27 décembre 1992 et le 20 mars 1993, acte punissable au terme des articles 3 et 7.3 du statut. Enfin, la Chambre de première instance vous déclare non coupable et vous acquitte des chefs suivants. Chef 3. Manquement à votre obligation en tant que supérieur hiérarchique de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les destructions sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires. Acte punissable au terme des articles 3b et 7.3 du statut. Chef 5. Destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires. Acte punissable au terme des articles 3b et 7.1 du statut. Nasser Ulrich, la Chambre de première instance, vous condamne à 2 ans d'emprisonnement. Conformément aux règles applicables dans ce tribunal, le temps que vous avez passé en détention préventive sera déduit de la durée totale de la peine. Vous avez été arrêté le 10 avril 2003. Vous avez donc passé 3 ans, 2 mois et 21 jours en détention préventive. Puisque la peine qui vous est infligée est inférieure à la durée de la période que vous avez passée en détention préventive, la Chambre de première instance ordonne votre libération immédiate du quartier pénitentiaire des Nations Unies une fois que les dispositions nécessaires auront été arrêtées. Thank you. Je vous remercie. Veuillez vous lever.